Salut Stéphane, dans cette vidéo, tu vas nous parler de ton expérience de mort imminente, EMI. Pour commencer, j'aimerais que tu nous racontes ton expérience et que tu nous détailles un petit peu ce qui s'est passé. Pour les personnes qui n'y sont pas allées, qui n'ont pas expérimenté ça, puissions ressentir et comprendre ce que c'est qu'une expérience de mort imminente et comment toi tu l'as vécu et ce que ça a ouvert sur ta vie et ta compréhension du monde. Ouais, tout à fait. Alors déjà, une expérience de mort imminente, on va essayer de donner une définition qui s'en rapproche le plus. Je sais pas s'il y a une définition unique, mais globalement, c'est une expérience de vie au-delà de la vie du cerveau, de la vie du corps, de la vie du cœur, grossièrement. Hein. Ensuite, ça a un intérêt, je précise, parce que il y a un côté un peu peut-être extraordinaire, un peu mystérieux, mais ça a un intérêt de parler de l'expérience de mort imminente dans la mesure où en fait ça positionne peut-être un paradigme nouveau pour notre société, qui serait que la conscience serait préalable au cerveau et pas l'inverse, comme l'est le dogme actuel scientifique, qui veut que la conscience émergerait du cerveau. Hein. Donc ces expériences sont intéressantes dans la mesure où elles repositionnent la conscience à l'origine de notre expérience humaine, hein, avant même le cerveau. Deuxièmement, l'intérêt de partager sur l'expérience de mort imminente, c'est aussi de mettre en évidence qu'il existe aujourd'hui une conscience qui s'affranchit du cerveau et qui serait peut-être une conscience qui peut faciliter le bien-être au quotidien et qu'on n'a pas forcément besoin de passer par un accident de santé, un accident de la route, un accident de vie tout court, de passer dans une salle chirurgicale pour vivre cette conscience qui serait affranchie des limites du corps et affranchie des limites du cerveau, sachant que ce serait une conscience qui faciliterait finalement notre quotidien. Hein. Donc ça, je précise parce que c'est un intérêt de l'évoquer, surtout pour ça. Alors moi, j'ai vécu une expérience de mort imminente il y a à peu près, il y a plus de 4 ans maintenant, ça passe vite, dans le sud de la France, chez quelqu'un en qui j'ai confiance. Et, et cette expérience de mort imminente, elle, elle a duré, c'est difficile à dire, mais je sais pas trop, 15-20 minutes à peu près. C'est difficile de dire, hein, parce que là on perd un peu la notion du temps. Et elle a eu lieu dans le cadre d'une retraite aux plantes qu'on appelle médecine, c'est-à-dire des plantes qui viennent soit d'Amérique du Sud, soit d'Afrique. Et là, en l'occurrence, c'était une retraite à base notamment de champignons. Hein. Donc on sait que les champignons aujourd'hui, ce sont des plantes qui sont utilisées dans certains traitements thérapeutiques. C'est beaucoup plus utilisé en Amérique, notamment aux États-Unis, en Amérique du Sud que chez nous, où on regarde un peu de travers encore ces approches thérapeutiques, mais ça commence à faire son chemin, notamment à travers un grand mouvement qu'on appelle le chamanisme, etc. Alors ça ne signifie pas que pour autant ces expériences, ces retraites sont dangereuses en soi. C'est juste, c'est arrivé à ce titre, mais ça peut vous arriver aussi au titre d'une méditation banale, ou une expérience, peut-être dans le cadre d'un séminaire, où vous expérimentez des états de conscience différents, etc. Aujourd'hui, on estime les expériences de mort imminente à peu près concernant à peu près 5 à 10% de la population. Donc ça, ce sont les chiffres qui sont annoncés par les hôpitaux. 5 à 10%, je ne sais pas si vous imaginez, ça fait entre 400 et 800 millions de personnes. C'est quand même énorme. Hein. Et là-dedans, on n'intègre pas toutes les expériences spontanées qui ont lieu sans avoir d'ennui de santé ou d'ennui de vie particulier, hein, comme je l'évoquais, ce qui était mon cas. Hein. Alors, une retraite comme celle-ci, à base de champignons, en tout cas avec les champignons, ça dure à peu près 5 heures. Et je suis rentré dans cette expérience sans avoir d'idée préconçue de comment ça pouvait se passer. J'avais eu une expérience précédente avec d'autres plantes, mais les champignons, je connaissais pas du tout. Et ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement,
je vais le dire avec des mots simples, quelque chose. Alors on pourrait dire peut-être une présence, un esprit qui semblait être maître extérieur. J'ai bien dit qu'il me semblait maître extérieur. Semblait me parler en même temps qu'il se passait des choses dans mon expérience corporelle et ensuite, dans un deuxième temps, dans une expérience extracorporelle. C'est-à-dire, grossièrement, une voix me parlait et semblait répondre à des questions que j'avais depuis des années. Et les questions étaient tournées surtout autour du libre arbitre, c'est-à-dire, est-ce qu'on a un libre arbitre? Quel est-il et où se positionne-t-il? Est-ce qu'il y a des espaces de conscience où on n'a pas de libre arbitre et certains où on en aurait, etc. Et ça s'est passé de manière assez étonnante. Alors j'étais entouré d'autres êtres, c'est important, je vais l'évoquer dans quelques instants. Et ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, ce dialogue a commencé. Cette voix me parlait et me disait, comme si elle répondait à toutes mes questions, et elle passait par les différentes sphères, mentales, corporelles, émotionnelles, sensorielles, la sphère des désirs, etc., etc. Et il me disait à chaque sphère, pardon, que finalement je ne contrôlais rien. Si je résumais, c'était ça. Hein. Jusqu'à un moment, et ça s'est pas passé au bout de 5 heures, hein, ça s'est révélé, je sais pas trop, mais en tout cas à peu près à la moitié de l'expérience, peut-être même un petit peu avant, c'était assez rapide. À un moment, la voix m'a dit est-ce que tu es conscient qu'en fait tu es mort? Et là, effectivement, j'avais déjà l'information quelques minutes avant où je percevais que j'entendais plus mon cœur et je ne voyais plus mes poumons respirer. Déjà depuis plusieurs minutes. Mais bon, vous savez, vous êtes un peu dans un état second, donc il n'y a pas forcément un attachement à la situation. Mais au bout de 15 minutes, 10-15 minutes, la voix m'a dit, mais tu es mort. Et m'a dit, tu vois, tu as juste peur de cela. Tu as peur juste de cette chose qui est la mort. Et là, ce qui a été saisissant, c'est de prendre conscience que ça n'était rien. C'est-à-dire une espèce de continuité de la vie, mais pour autant, la conscience quand même que le corps n'était plus agissant, qu'il était un peu lui-même agi, c'est-à-dire animé par quelque chose qui ne dépendait plus de ce cœur, de ce cerveau, de ses poumons. Et j'ai une image qui m'est toujours restée d'inversion de la réalité. C'est-à-dire, en fait, grossièrement, tu vois, là, on est sur un plan horizontal et on est au-dessus du plan horizontal et on se voit comme au-dessus de la Terre. Et ben, l'image, c'est complètement inversé. Et là, j'ai vécu la bascule. Ça a été le moment de bascule, mais de prime abord, je n'en ai pas pris conscience. La voix m'a dit après, voilà, c'est ça la mort, tu vois. C'est juste cela. Et j'ai eu vraiment la sensation d'une continuité que ça n'était rien, que ça n'était rien et que surtout, ça n'était pas l'inverse de la vie. Ce n'était pas l'opposé de la vie. C'était l'opposé, la mort était l'opposé juste de la naissance. Et que tout restait vivant. La conscience était autant présente. Le corps, lui, n'était plus agissant. Il était, par contre, très animé par des soubresauts. C'est-à-dire que la voix me disait, tiens, tu vas voir, là, on fait ce qu'on veut de toi. Alors, quand je dis on veut, ou voilà, c'est la façon qu'avait la voix de parler, on fait ce qu'on veut de toi. Et c'était très bienveillant, hein, c'était pas du tout malveillant, mais c'était juste pour montrer, enseigner. Et j'avais des réactions, le corps avait des réactions totalement spontanées que je suis incapable de reproduire consciemment. Et la voix disait, là tu vas voir, on fait ce qu'on veut de ton corps. Après, on fait ce qu'on veut de tes émotions. Après, on fait ce qu'on veut de tes pensées, etc. Et ça passait de sphère en sphère pour montrer à chaque fois qu'en fait, j'étais complètement sous contrôle d'une intelligence, d'une présence qui était des milliards de fois plus intelligente et qui était là, très soutenante, et qui avait plus rien à craindre, en fait. Et pour montrer qu'il y avait plus rien à craindre,
montrer que la mort c'était juste ce passage-là et que j'en étais même pas conscient. C'est juste de manière rétroactive, je me dis ah oui c'était ça, c'est vrai. C'est vrai que ça s'est arrêté de respirer, ça s'est arrêté de battre il y a quelques minutes. Et peut-être qu'il y avait des doutes dans l'expérience, je ne sais pas. Et on m'a dit, la voix m'a dit, mais alors je sais pas si elle me dit tu doutes, mais il y avait cette ambiance peut-être de ah tu doutes, alors regarde ce qui se passe à côté de toi. Et donc la voix me dit, ben tu vas voir, on va faire ce qu'on veut de la jeune femme qui est à côté de toi, donc une jeune femme d'à peu près une trentaine d'années, que tu es assez calme jusqu'à présent. Et au moment même, hein, je n'abuse pas, hein, au moment même où la voix me dit, là on va faire ce qu'on veut de ce corps à côté, le corps s'est mis à partir en convulsion et à parler une langue que je ne connaissais pas, qui était du bulgare. Et la jeune femme s'est exprimée comme si elle était confuse vis-à-vis du groupe, en disant excusez-moi, je n'ai jamais appris le bulgare et je sais pas ce qui se passe, je sais pas ce qui se passe, voilà. Et ça a duré 5 heures comme cela, où ça passait de sphère en sphère, avec toujours des manifestations, surtout au niveau de la bouche. Et puis aussi le loup, je faisais le loup, je ne sais absolument pas faire le loup, je suis incapable de faire le loup. Là, c'était vraiment le loup, c'était vraiment une évidence. Hein. Et arrivé plutôt vers la fin de l'expérience, la voix m'a dit, parce qu'il y avait une dernière question, c'était, mais finalement, même si on ne contrôle rien du tout, est-ce qu'il y a une petite part infime où on serait présent ? Et notamment, j'avais ces questions-là en séminaire de la part de stagiaires qui me disaient, mais est-ce que quand, par exemple, on est face à une situation, il y a une toute petite part qui dit, là, par exemple, je sais pas, moi, je décide de me détacher de la situation, quelque chose comme ça, par exemple, tu vois. Et la voix est arrivée jusqu'au bout et elle m'a dit, rien n'échappe à la conscience. Donc ça m'a montré que même cela n'était pas l'apanage d'un libre arbitre humain. Rien n'échappe à la conscience, comme rien n'échappe à la gravité. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. Rien n'échappe à la conscience. Alors pas à la conscience personnelle, vous avez compris maintenant. Mais la conscience avant ce corps, avant ce cerveau, au-delà. Hein, et le clou du spectacle, hein, il était 1h du matin, tu vois, je m'en souviens encore. Hein, il était 1h du matin et mon corps s'est levé. Alors j'étais quand même dans un état second, hein, donc ça veut dire qu'il y a plus de présence au corps. Il y avait un sentiment de bien-être infini, une pesanteur du corps qui plus rien, une espèce de légèreté, quelque chose de très vaporeux, hein, mais un bien-être infini et une absence de résistance totale à tout ce qui pouvait être présent, une espèce de foi totale. Hein. Et à 5h du matin, à 1h du matin, mon corps s'est levé droit et a fait le poirier. Et je n'ai même pas eu le temps de le voir faire le poirier. C'est-à-dire, il s'est levé à une vitesse, mais absolument incroyable. Tu sais, pour faire le poirier, en plus, moi, je fais pas le poirier tous les jours, hein, donc ça demande quand même un petit peu de préparation, si je puis dire. Et là, je n'ai même pas eu le temps de voir le corps se lever. Il était déjà à la verticale et il tenait tout seul. Et je ne sais pas comment. Je suis incapable de vous dire comment. Hein. Donc ça s'est terminé ainsi, et donc ça été vraiment 5 heures de révélation. Et la première révélation qui m'est venue, c'est rien n'échappe à la conscience, c'est ce qu'on vient de voir. La deuxième, c'est la mort n'est pas l'opposé de la vie, mais l'opposé de la naissance. Et le libre arbitre est inconnu de l'espèce humaine. Et ça m'a beaucoup aidé parce que par la suite, dans le cheminement, ça a été vraiment une expérience capitale parce que elle a autorisé un détachement total vis-à-vis d'un pseudo-contrôle qu'on pourrait avoir sur les choses, qu'on voit souvent dans le milieu du bien-être, où on pourrait créer sa vie, on pourrait contrôler ses émotions, on pourrait maîtriser ses pensées, on pourrait s'éveiller, etc. Tout ça m'a montré qu'en fait, la conscience est préalable à tout et que cette intelligence gouverne tout ce corps, dans tous ses gestes, dans toutes ses pensées, dans toutes ses émotions, dans toute son expérience corporelle,
et que le libre arbitre ne se situe pas au niveau du corps, du cerveau, du cœur, mais se situe avant cela. C'est-à-dire dans un champ qui englobe cela. Et ce champ de conscience, ce champ d'information, et les physiciens parlent plutôt de champ d'information, qui englobe l'expérience corporelle, et intellectuelle, on va dire, cognitive, eh bien ce champ, en fait, lui, participe à toute l'animation de ces corps. Alors certains pourraient dire, ah bah finalement on est des pantins. Non, parce que si vous vous situez vous-même à l'échelle de ce que vous êtes vraiment, c'est-à-dire cet englobement, la question ne se pose plus. Et comme cet englobement est constant, c'est-à-dire que là, ce que mettait en évidence cette expérience, c'est que ce champ de conscience ne cesse jamais. Il est éternel. Et ça a été là une des plus grandes révélations, c'est de dire, mais en fait, ma taille n'est pas celle de ce corps. Ou de ce cerveau. Ma taille est celle de ce champ. Et là, l'idée, finalement, d'avoir un libre arbitre sur quelque chose ne se pose plus. Puisque ce champ englobe à la fois l'intérieur de cette expérience et l'extérieur. La question ne se pose plus de créer sa vie ou d'avoir un contrôle sur une pseudo-vie qui nous serait extérieure, etc. Puisqu'en fait, tout à coup, la prise de conscience était, mais en fait, ce champ de conscience qui est ma véritable taille, ma véritable dimension, englobe tout. Donc, plus besoin de choisir, plus besoin de créer quelque chose d'extérieur, plus besoin de contrôler, plus besoin, d'être joyeux de quelque chose, d'être malheureux de quelque chose, si finalement ce champ englobe à la fois l'expérience intérieure et l'expérience extérieure. Donc ça a été vraiment capital, je dirais, dans le partage. Et après, chemin faisant, cette voie, en fait, était la voie de ce champ de conscience. On va faire simple, et que si vous n'êtes ni l'expérience intérieure ni l'expérience extérieure, tout à coup vous saisissez que c'est une mécanique, je dirais, d'autodialogue au niveau d'une conscience qui n'est pas celle de ce corps, mais qui traverse ce corps, qui l'anime, qui anime ses pensées, qui anime ce cerveau, qui anime ce cœur en permanence. Et ça a été vraiment une libération, mais d'une profondeur jamais égalée. Et mon rapport à la mort était très différent après. Ce qui n'empêchera pas, à un moment, par rapport à des expériences, peut-être que spontanément, ce corps ait peur de ne plus l'être. Mais ça n'est plus l'objet d'une conscience personnelle qui dit « j'ai peur ». C'est juste ce corps qui est animé spontanément de la peur ou qui est animé spontanément de la joie. Ce qui n'est plus du tout la même expérience. Tu parles de libération. T'as pas senti aussi en miroir l'idée de, puisque je suis traversé et que je fais partie de ce champ de conscience, à quoi bon avancer, avoir des objectifs, développer son couple, son business, tu vois, toutes ces choses-là, genre, qui reviennent à quelque chose de terre à terre, tu vois. Oui, ce qu'on pourrait appeler le sens. Le sens, oui, le sens de sa vie, ou sa mission de vie, comme on pourrait le dire autre. Mais... Alors, la question que j'ai envie de proposer par rapport au sens, c'est finalement, si vous n'êtes plus extérieur à une vie qui vous apparaîtrait comme extérieure, finalement, vous n'avez plus besoin d'avoir une action sur ce monde. Avez-vous besoin de mettre du sens ou de donner du sens à votre vie si vous n'êtes plus extérieur à votre vie? Observez. Juste la question, simple. Avez-vous besoin encore de donner du sens à votre vie si vous n'y êtes plus extérieur? L'idée, c'est que la vie, je vais prendre ma situation, elle a du sens parce que, tu vois, je me sens guidé par quelque chose qui m'amène à faire des vidéos, à communiquer, tu vois. Mais le sens, finalement, j'ai pas besoin d'avoir du sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui me dirige si on repart sur quelque chose, tu vois, de... Le sens est toujours assuré. Pourquoi? Parce que la vie est éternelle. Donc le sens est assuré. C'est le plus haut sens qui existe. Après, on va avoir nos petits besoins du quotidien, effectivement, d'avoir une vie de couple qui soit plutôt heureuse, une vie épanouie avec nos enfants, une vie plutôt paisible avec nos parents, une vie aussi épanouie dans le travail, etc. Mais globalement, si tu regardes bien,
Si on ne se sent plus extérieur à tout cela, on n'a plus besoin d'avoir une action sur celle-ci, puisqu'en fait, on se sent à l'échelle de ce champ qui englobe tout. Donc le sens est toujours assuré. Et ce que cette expérience m'a appris, c'est que finalement, si la vie est tout le temps assurée, il peut rien nous arriver de fâcheux, et que le sens est toujours accompli. Et comment on navigue au mieux dans cette vie? Parce qu'on sent bien qu'il va y avoir des résistances, il va y avoir des moments de grande tension. Puis effectivement, d'un coup, on sent qu'on est repris dans quelque chose ça circule pour nous. Enfin, on est vraiment, je vois, dans ce torrent-là dans lequel on pourrait être porté si on accepte le lâcher prise au lieu d'être en résistance, quoi. Oui, tout à fait. Alors, il y a un phénomène qui, je pense, peut se saisir, c'est que ce champ de conscience n'est pas statique. Il est sans cesse en mouvement et il a un mécanisme qu'avait mis en évidence Albert Einstein déjà à l'époque, qui nous disait que l'espace-temps était courbe. Ce champ d'information, ce champ de conscience global qui englobe tous les êtres, eh bien en fait il est sans cesse en rotation. Donc sans cesse en rotation, c'est-à-dire que c'est lui en fait qui crée des vagues. On appelle ça des ondes. Des vagues, c'est quoi? À l'origine, en tant que nourrisson, on ne sait pas se distinguer de ce champ de conscience. On se fond. C'est-à-dire que tout ce qui apparaît est confondu avec ce champ de conscience. Il n'y a pas de sentiment de séparation entre un pseudo intérieur et un pseudo extérieur, entre une réalité intérieure et une réalité extérieure. Et donc, dans cette expérience où on est sans cesse fondu dans ce champ de conscience, il y a une forme d'immobilité de la conscience qui est pas statique, qui est vivante, mais immobile. Et puis, arrivé aux alentours d'1 an et demi, 2 ans, on commence à avoir des états un peu de localisation de l'eau, l'eau d'un futur corps qui va apparaître. Et là, on va passer sans cesse dans une espèce de respiration. C'est-à-dire qu'on va être fondu dans cet arrière-plan de conscience, puis on va s'en écarter par une localisation dans l'espace. C'est-à-dire la conscience se dit « je suis ce corps » et elle se croit en fait localisée quelque part et séparée d'une réalité qui serait extérieure, au-delà de ses contours. Et donc forcément, en permanence, on va vivre à la fois un retour par moment, je dirais, à cet arrière-plan, où on sent une sérénité, une foi, une paix, une joie, un sentiment d'amour aussi, et puis un second mouvement qui s'en écarte. C'est ce qu'on appelle une onde. Et sans cesse, dans un premier temps, on va vivre cette espèce d'aller-retour où on peut vivre, on voit ça chez l'enfant, où il peut ressentir la tristesse et la joie en quelques secondes. Il y a une flexibilité, une plasticité au niveau des membranes, au niveau des liquides, qui sont encore très très souples et très plastiques, et qui font que il peut ressentir un écart par rapport à sa nature, qui est la totalité, mais il va retrouver cet arrière-plan assez rapidement. Puis petit à petit, on va perdre cette plasticité à revenir dans cette espèce de fusion avec ce que nous sommes, vraiment, cette immensité. Et donc, ça va devenir de plus en plus notre quotidien, où on va perdre ce contact petit à petit, et puis on va faire l'expérience de cette onde qui semble nous séparer de notre taille réelle, qui est ce champ de conscience, mais qui va nous enseigner. On a besoin de ce mouvement pour être enseigné par la vie, parce que si on reste dans cette immobilité totale, tout à coup, le signal se perd. Ça, c'est une loi qui serait bien à intégrer dans notre quotidien. C'est qu'à partir du moment où on vit, par exemple, le bonheur, je vais caricaturer, mais si on vit le bonheur tout le temps, à un moment, on ne sait plus ce que c'est que le bonheur. On doit à un moment, quelque part, le quitter pour réapprendre ce que c'est que le bonheur. On voit bien qu'on a besoin de l'absence pour vivre une forme de présence au bonheur, présence à la joie, présence à l'amour. Et on voit bien que c'est dans les moments où on se sépare les uns des autres qu'on prend la valeur de ce qu'on vivait avant. Oui, effectivement. C'est ce principe de dualité qui nous permet de goûter effectivement le manque. Exactement. Et puis l'abondance et puis effectivement la relation ou tous les autres domaines de notre vie. Et on va pas tarder à terminer cet épisode. Tu vas nous parler dans un prochain de la variabilité du cœur, qui a un jeu et un rôle à jouer dans ces expériences. Mais du coup, en résumé, là, il n'y a pas de libre arbitre parce que je suis pris dans un grand champ de conscience qui est également moi-même. Par contre, je peux revenir à moi et apprendre à naviguer avec les ondes, avec les vagues et à faire circuler et grandir en plasticité comme le nourrisson l'aurait ou l'enfant l'aurait.
Alors, ce n'est pas que le libre arbitre n'existe pas, c'est qu'il est toujours vrai. C'est ça qui est perturbant. C'est-à-dire que le fait qu'il y a le choix sera assuré tout le temps, puisqu'il n'y a qu'un seul choix qui est la vie, donc il est vrai tout le temps. Le libre arbitre est vrai tout le temps. Il n'y a plus de notion de libre arbitre. J'en ai par moment, j'en ai pas. Il est vrai tout le temps. Le choix se fait tout le temps. Regardez, le flux n'arrête pas. Il n'arrête pas de se déverser. Le film de notre vie n'arrête pas de se déverser en permanence. Donc, le libre arbitre, si on le regarde à l'échelle de l'être humain, eh bien, effectivement, par moment c'est vrai, par moment ça ne l'est pas, en tout cas, mais en tout cas, il est tout le temps vrai à l'échelle de la conscience, puisque la vie est assurée tout le temps. Ok? Alors, par contre, j'ai pas capté ta question. Donc là où nous, on peut grandir et être enseigné par la vie, c'est d'avoir une plasticité dans les vagues et les ondes qu'elle va nous apporter, qu'elle va nous faire vivre. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire une forme de souplesse face aux événements, et ça n'est possible que grâce à la variabilité cardiaque. Et c'est Hein. ce dont on va parler dans l'épisode d'après. Ouais. Ouais. Alors la variabilité cardiaque, et en même temps, cette variabilité, ben, elle s'accompagne de tissus qui sont souples, de pensées qui sont souples, d'émotions qui sont souples, de sensations, de désirs qui sont souples. Quand je dis qu'ils sont souples, c'est que par moment on peut en avoir, et puis par moment ce sera autre chose, hein, une espèce de souplesse dans le vécu, une adaptabilité, comme on dit souvent pour la variabilité cardiaque. Et, euh, et c'est ça qui finalement nous fait vivre comme une espèce de danse. Hein. Alors ce sera peut-être la vidéo qui suit. Ouais, ça sera la vidéo qui suit, oui, tout à fait. Merci beaucoup, Stéphane, pour cet épisode. C'est très riche et quelle expérience. Et en fait, je découvre avec toi que les expériences de mort imminente peuvent être vécues en dehors d'un accident, d'une opération chirurgicale. Ouais. Pour moi, c'était vraiment cantonné à ça. On Ouais. peut le vivre Ah par, ouais. du coup, des rituels ou des pratiques diverses et Exactement. variées. Ok. Tout à fait. Ouais, ouais. Et c'est ça qui est vraiment fascinant aussi. Hein. Alors évidemment, il n'y a pas de chiffres, mais il est possible qu'il y ait beaucoup plus d'êtres humains à l'avoir vécu que les gens qui sont à l'hôpital, quoi, qui sont plus référencés, etc. Parce que moi, quand j'écoute des gens qui sont autour de moi, ils sont nombreux à l'avoir vécu en dehors d'espaces hospitaliers, ou tu vois. Donc Et toi, voilà. personne n'avait remarqué que toi, t'étais parti, que t'étais mort quelques minutes. Tu disais une quinzaine, vingtaine de minutes. Non, parce que bah, les gens vivaient autre Oui, chose, c'est oui. autour de moi. Et puis, alors, j'ai quelqu'un qui est venu me voir, qui était la personne dont je parlais, qui me suivait. Et à un moment, il me voit en me disant, est-ce que ça se passe bien? Je lui dis, je pouvais pas dire non, tu vois. Et en même, ah oui, c'est ça. Oui, tu as raison de me poser la question parce que, ah oui, 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 t'es très juste. J'avais complètement oublié ça. C'est que ma parole était comme muselée. Hmm. J'avais plus du tout de présence au niveau du corps, donc je ne pouvais plus parler en soi. Il a fallu que il est venu me voir à un moment, je n'ai pas pu lui parler, ça l'a pas inquiété. Hein. Bon, on se connaît bien, hein, donc. Il est venu me voir peut-être une heure après, et là, je me suis sortir un petit peu plus, mais c'était vraiment très léger. Oui, oui, c'est vrai, je me souvenais plus du tout de ce détail, c'est que à un moment, je n'avais plus du tout de présence au niveau de la parole, et je ne pouvais pas répondre. Non pas parce qu'on m'a empêché de répondre, mais parce que, si tu veux, il y avait pas assez de densité au niveau du tissu liquidien et de la membrane, des membranes, pour pouvoir être présent à une élocution, etc. Mais, et en même temps, j'avais quand même le sentiment, non pas qu'on m'empêchait de parler, mais qu'il n'avait pas besoin de parler. C'était un peu mêlé, un peu entre les deux. Effectivement, c'est un détail que j'avais complètement oublié. C'est Ok. vrai. Ah ouais. Et pour terminer, je pense qu'on peut aussi rappeler aux personnes, évidemment, ces expériences de ne pas les pratiquer, de faire attention à tout ça. Si on doit mettre un warning, c'est ton expérience personnelle, dans le cas, dans ta responsabilité, Oui, bien et sûr. qu'effectivement, Bien sûr. c'est, Alors, moi, j'ai pas fait ça pour ça. Hein. Attention, je ne cherchais pas non plus des expériences extraordinaires. J'étais juste dans une curiosité de voir un petit peu si ces plantes. Je n'avais pas forcément eu des informations sur le sujet. J'avais peut-être vu deux ou trois choses sur Internet, mais j'étais dans une curiosité personnelle, on va dire. Hein. Voilà. Donc après, bah, c'est de la responsabilité de chacun, effectivement, de voir ce que vous avez envie de faire. Mais on va dire que ça reste quand même assez rare, ce type d'expérience, notamment concernant les champignons. Hein. tout à fait.
Et ben merci beaucoup. On va s'arrêter là et n'hésitez pas à regarder dans la description toutes les informations pour aller plus loin dans l'univers de Stéphane, Stéphanie, de Piste, de la pratique et puis de tout ce qui est venu aussi de ces enseignements que tu as tirés de cette expérience qui était, je pense, ouais, très riche. Et on va continuer à explorer ça avec les vidéos. Merci Stéphane. Merci à vous. À bientôt.